Bonjour à tous et à toutes. Je suis Samantha Penalosa, conseillère en communication au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire qui est consacré au cycle supérieur. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux panélistes qui m'accompagnent aujourd'hui et que je vais présenter à tour de rôle. Nous avons avec nous Clément Arsenault, qui est directeur et vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales. Bonjour Clément. Bonjour. Nous accompagne également Patrick Léoux-Gagnon, coordonnateur du Bureau des bourses aux études supérieures et postdoctorales. Bienvenue Patrick. Nous avons aussi avec nous Mathilde Cassou, candidate à la maîtrise en bioéthique et ancienne ambassadrice du service de l'admission et du recrutement. Alors, ancienne collègue chez nous. Bonjour Mathilde. Et Kevin Villegas Arias, récemment diplômé de la maîtrise en relations industrielles. Alors, Kevin. Ce webinaire sera divisé en 3 temps. D'abord, nous allons discuter avec Clément et Patrick sur le processus d'admission au cycle supérieur et les différentes sources de financement. Par la suite, Mathilde et Kevin nous parleront de leur expérience et nous finaliserons avec une période de questions-réponses. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette séance est enregistrée. Alors, elle sera disponible en rediffusion sur notre site qui est admission.umontréal.ca dans la section vidéo sur demande. Et pour cette raison, vos micros et vos caméras seront fermés en tout temps. Cependant, vous serez en mesure de poser vos questions à l'aide de l'icône Q&A ou QR selon la langue de votre navigateur. Et je vous invite à noter qu'il y a 2 options pour intégrer la plateforme, interagir avec la plateforme. Il y a l'onglet discussion et l'onglet questions-réponses. Dans la section discussion, mes collègues vont partager des liens et d'autres informations utiles. Et nous vous prions d'utiliser seulement l'option questions-réponses pour écrire vos questions, car seulement les questions qui seront posées dans cette section nous seront transmises. Ne vous inquiétez pas si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, parce qu'une fois que la séance sera terminée, vous pourrez nous contacter en tout temps pour poursuivre la discussion. Alors, sans plus tarder, commençons par parler d'admission avec Clément. Donc, je vais vous poser la première question. Pouvez-vous nous expliquer les principales étapes pour bien préparer et soumettre des demandes d'admission au cycle supérieur? Oui, merci. Alors, tout d'abord, évidemment, quand on est intéressé par un programme au cycle supérieur, il faut s'assurer de bien identifier le ou les programmes qui nous intéressent. Alors, pour ça, il faut savoir qu'il y a quand même au cycle supérieur uniquement plus de 400 programmes à l'Université de Montréal. Donc, il y a sûrement quelque chose qui vous intéresse, mais il y a peut-être des choses qui existent que vous ne connaissez pas. Donc, c'est important probablement d'explorer un peu, puisque aussi à l'intérieur des programmes, il y a des options, des spécialisations disciplinaires qui pourraient aussi attirer votre attention. Par exemple, la maîtrise en physique, on a une option en physique médicale ou en physique des plasmas ou des particules. Donc, c'est bien important, je pense, d'explorer ce qu'il y a, ce qui est disponible à l'Université de Montréal. Et sachez qu'évidemment, quand vous avez fait votre choix, vous n'avez pour la demande d'admission qu'un essai, c'est-à-dire que vous pouvez faire une seule demande par trimestre. Toutefois, il est possible de sélectionner 2 programmes dans la même demande d'admission. Donc, explorez bien avant de faire votre demande. Et puis, sachez que quand vous faites la demande, si par exemple vous choisissez 2 programmes, chaque choix va être analysé indépendamment de l'autre. Donc, la meilleure façon de faire l'exploration, c'est de vous rendre sur le site admission de l'Université de Montréal, admission.montréal.ca. Alors, sur ce site, vous avez chaque programme avec une fiche assez détaillée, une fiche qui explique bien chaque programme, quels sont les objectifs et quelle est la durée des études, par exemple, pour chaque programme. Et vous pouvez vraiment explorer de diverses façons, soit par mots-clés,
Il y a également des regroupements disciplinaires qui ont été déjà faits. Donc, si vous êtes intéressé par les sciences, par exemple, bien, vous allez avoir tous les programmes de sciences dans une section. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment conseillé de les lire attentivement, non seulement pour savoir que vous êtes dans le bon, vous choisissez le programme qui vous convient, mais également pour savoir à l'avance qu'est-ce qui sera demandé au moment de remplir la demande d'admission. Donc, vous verrez, comme je vous disais, une description du programme, les objectifs également, s'il y a des stages, s'il y a un mémoire à rédiger, une thèse à rédiger, mais également ce qui est requis donc pour présenter une demande. Donc, ça vous indique quels sont les documents que vous devez aller chercher, aller colliger pour arriver avec au moment de faire la demande avec déjà tous les documents en main. Alors, voilà un peu mon conseil pour débuter là, la recherche de programme et initier la demande d'admission. Merci beaucoup. Et je sais que plusieurs programmes d'études supérieures demandent d'avoir déjà trouvé un directeur ou une directrice de recherche avant de déposer la demande d'admission. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un directeur ou une directrice de recherche? Très, très bonne question et c'est une étape vraiment importante. Le directeur de recherche il est obligatoire dans les programmes qui comportent une composante recherche qui, par exemple, à la maîtrise, va mener vers la rédaction d'un mémoire de maîtrise et au doctorat va mener vers la rédaction d'une thèse de doctorat qui devra être soutenue devant jury. Alors, c'est très important d'y penser à l'avance, même avant, même de faire la demande d'admission, de faire des démarches en ce sens. Et il y a même certains programmes, en fait plusieurs programmes, surtout au doctorat, qui exigent que le directeur soit trouvé, puisque vous verrez dans la liste des documents à fournir, il y a une lettre du directeur de recherche à inclure. Donc, ça implique que vous ayez déjà trouvé, vous ayez déjà eu l'approbation d'un professeur du département du programme qui accepte de vous superviser. Alors, comment on fait, quelle est la façon de procéder? Donc, quelquefois, idéalement, si vous avez fait un premier cycle ou dans le même département, donc vous avez peut-être déjà côtoyé certains professeurs, donc à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus facile de connaître les projets de recherche qui existent et les avenues qui s'offrent à vous. Mais si vous avez moins de connaissances du département au départ, vous pouvez consulter les profils de chercheurs. Chaque professeur de l'Université de Montréal a une fiche qui explique quel est son champ de recherche, quels sont les projets en cours. Et donc ça, vous allez pouvoir trouver ces informations sur le site de la recherche de l'Université de Montréal, donc recherche.umontréal.ca. Et vous allez pouvoir naviguer à travers ce répertoire, encore une fois, par mots-clés. Et il y a d'autres regroupements aussi possibles qui sont proposés. Alors, une fois que vous avez donc fait cette recherche-là, vous pouvez contacter les professeurs directement par courriel. Puis je sais que ça peut être un peu intimidant, mais cela fait partie de la démarche de démontrer un peu d'autonomie au cycle supérieur, évidemment. Et sachez même que quelquefois, les professeurs eux-mêmes sont à la recherche d'étudiants à diriger. Donc, n'hésitez pas à les contacter. L'autre façon que je vous dirais est aussi efficace, c'est d'écrire aux responsables du programme. Donc, chaque programme à l'Université de Montréal a un responsable attitré qui est un professeur du département, et vous pouvez lui écrire avec, par exemple, en envoyant votre CV et puis peut-être une petite ébauche de votre projet, et de lui demander de faire circuler ces informations-là auprès des professeurs du département. Donc, c'est deux techniques vraiment qui, en général, fonctionnent assez bien.
Merci. Et je comprends que le plus important, c'est de ne pas être gêné, d'aller vers les gens, d'essayer d'avoir une réunion avec le professeur pour pouvoir parler avec lui ou elle. Alors, avant de vous poser la prochaine question, j'aimerais mentionner que dans le cadre de rendez-vous des futurs étudiants et étudiantes, vous pouvez participer aux rencontres éclair. Ça, c'est une nouvelle formule dans le cadre de notre foire au cycle supérieur. Donc, vous avez simplement aller sur la page Rencontre éclair sur notre site et consulter la liste des professeurs qui ont des plages horaires disponibles. Quand vous trouvez un professeur qui vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous et alors vous allez pouvoir discuter avec lui en ligne pendant 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, vous pouvez parler de votre projet de recherche, lui poser des questions et comme ça, vous allez pouvoir voir s'il y a une compatibilité entre vos intérêts académiques et ceux du professeur. Vous avez jusqu'au 25 novembre pour participer à cette activité. J'ai une autre question très importante pour vous, Clément. Quelles sont les dates limites de soumission à respecter? Alors, les dates limites, vous allez les trouver sur le site admission, mais je peux vous les énumérer ici. Alors, pour une admission au trimestre d'automne, la date limite pour soumettre une demande, c'est le 1er février. Si vous voulez être admis au trimestre d'été, c'est également le 1er février. Et si vous souhaitez être admis au trimestre d'hiver, c'est le 1er septembre. Alors, sachez toutefois que certains programmes qui sont non contingentés peuvent prolonger la période d'admission au-delà de ces dates. Donc, si vous avez raté, par exemple, la date du 1er février, sachez qu'il y a encore des programmes qui vont accepter les demandes d'admission, quelquefois normalement jusqu'au 1er mai, s'il y a encore des places disponibles. Donc, c'est sûr que c'est préférable de le faire avant la date limite officielle, puisque vous avez alors plus de chances d'être admis ou admise. Mais sachez qu'il y a toujours possibilité dans certains programmes d'aller au-delà de ces dates si c'est autorisé. Puis je peux simplement donner un petit aperçu des délais de traitement. Donc, sachez qu'au cycle supérieur, les demandes d'admission sont analysées par des comités d'études supérieures qui sont composés de minimalement 3 professeurs du département, mais ils sont analysés d'abord dans les départements, donc de façon euh, vraiment individuelle pour chaque programme. Et là, donc, l'analyse des dossiers peut varier selon le programme dans lequel vous avez fait une demande d'admission. Mais je dirais que à l'intérieur de 1 à 2 mois, là, c'est vraiment à l'intérieur d'un mois en général, puis ça peut aller quelquefois jusqu'à 2 mois, vous avez une réponse qui va venir toutefois des études supérieures et postdoctorales. Et puis, une fois l'admission reçue, vous avez jusqu'à 10 jours pour accepter l'offre ou la décliner. Et puis, sachez quelquefois qu'il peut y avoir dans l'offre d'admission des conditions spéciales. Par exemple, si vous faites application dans une maîtrise pour lesquelles vous n'avez pas fait de baccalauréat dans la même discipline, quelquefois, on va vous donner quelques cours complémentaires à faire pour s'assurer que vous allez pouvoir vraiment compléter toutes les étapes du programme avec succès. Donc, voilà un peu les dates et puis les délais là, auxquels s'attendre. Excellent. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver des ressources pour mieux s'accompagner dans les démarches de demande d'admission? Alors, je dirais les personnes ressources sont vraiment dans les départements. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, chaque programme au cycle supérieur a un professeur attitré comme responsable de programme. Donc, cette personne-là peut être une personne ressource là, si vous avez des questionnements sur les objectifs du programme, si c'est bien quelque chose qui va vous convenir, vous pouvez lui poser ces questions-là. Et puis, si c'est des questions plus techniques là, au niveau quand vous remplissez la demande d'admission, mais vous pouvez communiquer
avec le technicien ou la technicienne en gestion des dossiers étudiants qu'on appelle le TGDE ou la TGDE, donc qui est attitré au programme et cette personne-là pourra vous donner, vous venir en aide pour les questions d'ordre plus technique. Si vous avez par exemple de la difficulté à télécharger certains documents, vous pourrez obtenir de l'aide de cette personne. Et puis, pour savoir qui sont ces personnes pour le programme en question, alors comme je vous disais, il y a des fiches programmes sur le site admission et sur cette fiche-là, vous devriez avoir les personnes responsables de ce programme-là à contacter en cas de besoin. Donc, voilà. Merci. Alors, ce sont vraiment les fiches informatives de chaque programme qui doivent devenir comme notre guide de route sur ce processus d'admission pour commencer. Maintenant, on va parler de financement. Patrick, j'ai une première question pour vous. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Quels sont les programmes de bourse disponibles au niveau des études supérieures et postdoctorales? Donc, en fait, à l'UDM, il y a 4 grandes catégories de bourses qu'on verse là, aux ESP. Donc, la première catégorie, c'est des bourses qui viennent des grands organismes subventionnaires canadiens et québécois. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de certains acronymes, là. Donc, au niveau canadien, il y a des bourses qui s'appellent CRSH, CRSMG, IRSC. Donc, en fait, ces acronymes-là, c'est des conseils de recherche qui sont divisés par domaine. Donc, il y a les sciences humaines, sciences naturelles et génie et domaine de la santé. Donc, ça, c'est au niveau canadien. Puis, au niveau provincial, il y a les FRQ, donc Fonds de recherche du Québec, sont aussi divisés par domaine d'études. Donc, ça, c'est la première catégorie. Après, il y a des bourses offertes par les unités ou les facultés de l'UDM. La troisième, c'est les bourses offertes par la faculté des ESP. Et puis, la quatrième, c'est les bourses offertes par des donateurs externes. Donc, ça fait 4 grandes catégories. Je vous dirais que les bourses là-dedans qui sont les plus accessibles, c'est souvent ceux qui proviennent directement des unités ou des facultés parce qu'ils contiennent des critères d'admissibilité qui sont spécifiques à votre domaine d'études. Donc, ça vient quand même restreindre le bassin de gens qui sont concernés, qui peuvent postuler, puis ça vous donne une plus grande chance d'en obtenir. Merci beaucoup. Et outre les bourses, quelle autre source de financement s'offre aux étudiants et aux étudiantes des cycles supérieurs? Donc, il y a plusieurs autres sources de financement. Dans le fond, tout au long de vos études, là, à partir du moment que vous allez commencer pendant votre cheminement, vous recevrez des courriels qui sont envoyés, qui vous sont adressés directement envoyés par vos unités majoritairement, qui vous informeront de toutes les différentes opportunités de financement. Donc, de plus, là, en plus que tout ce que je viens de mentionner, il y a une variété de bourses, dans le fond, qui se trouvent sur le répertoire des bourses. Donc, on pourrait partager le lien dans la discussion. Fait que là-dedans, il y a des bourses qui sont vraiment externes à l'UDM et qui sont quand même intéressantes. Puis, au-delà des bourses, il y a aussi plein d'emplois à titre d'assistant de recherche, assistant technique, qui peuvent s'offrir dans vos unités. OK, merci beaucoup. Et à la lumière de votre expérience, quelles sont les erreurs les plus courantes que les étudiants font lors d'une demande de bourse et quelle astuce pouvez-vous leur suggérer pour les éviter? Donc, le conseil là, le plus important que je pourrais donner, qui peut paraître évident, mais qui est pas toujours dont les gens sont pas toujours conscients, c'est dans le fond l'idée de plus on postule à différentes opportunités de financement, plus on va acquérir de l'expérience, puis plus on aura des chances d'en obtenir. Donc souvent, les étudiants vont venir s'auto-éliminer
quand ils consultent les critères d'admissibilité des bourses, en pensant que peut-être que je suis pas assez bon pour cette bourse-là ou pour cette autre bourse-là. Mais la règle d'or, là, c'est si on répond aux critères d'admissibilité, c'est mieux de postuler puis de laisser les comités de sélection prendre les décisions finales. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les chances à votre côté. Et puis, une autre erreur, c'est de ne pas demander de soutien. Donc, il y a quand même vous pouvez toujours demander du soutien pour vos dossiers de candidature de bourse à vos directeurs de recherche, mais on a quand même aussi des services offerts aux ESP. Donc, là aussi, on pourra partager les liens dans la discussion, mais il y a des ateliers, donc ça s'appelle les ateliers des saisons des ESP, qui peut vous aider dans la préparation d'une demande de bourse. On a aussi des cliniques de bourse qui sont offertes par des étudiants qui, dans le fond, les services qui sont offerts, c'est des consultations, de l'accompagnement, du soutien, et puis la révision de certains documents avant le dépôt. Merci. Alors, il y a vraiment beaucoup de ressources, beaucoup d'options. Je sais qu'au niveau de l'admission, il y a également le programme de bourse extension aux étudiants internationaux. Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc, dans le fond, un étudiant international paie un montant supplémentaire que les étudiants québécois, mais la bourse d'exemption UDM vient réduire les frais de scolarité supplémentaires lorsqu'ils sont inscrits à des crédits ou à temps plein. Donc, plus précisément, là, ça vient réduire de 35% la facture des frais de scolarité pour les étudiants en deuxième cycle. Et puis, au troisième cycle, ça vient réduire l'entièreté du montant supplémentaire qui est normalement facturé à l'étudiant international. Donc, ça fait en sorte que l'étudiant de troisième cycle va venir payer la même chose qu'un étudiant québécois. Donc, c'est des bourses qui s'appliquent automatiquement dans le fond, ils viennent réduire automatiquement vos frais de scolarité. Puis, évidemment, c'est très avantageux. Oui. Et quand vous dites que c'est appliqué automatiquement, c'est parce qu'il ne faut pas en faire la demande. En déposant la demande d'admission, la bourse va être accordée automatiquement. Et il y a aussi le fait que cela exclut les gens provenant de la France et de la Belgique parce qu'eux, ils bénéficient déjà d'un tarif préférentiel, n'est-il pas? Exactement. Donc, dans le fond, il existe des ententes gouvernementales entre ces pays. Donc, les étudiants français puis les étudiants belges francophones, ainsi que d'autres étudiants, peuvent bénéficier automatiquement de l'exemption complète des frais de scolarité supplémentaires. Donc, ça veut dire que ils vont payer la même chose que les étudiants québécois. Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, découvrons le parcours académique de nos deuxièmes invités. Je vais commencer avec Mathilde. Allô, Mathilde. Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'Université de Montréal pour toi? J'ai jamais eu d'autres options. En fait, je les ai considérées une grande histoire d'amour avec l'UQAM. Ma mère travaillait depuis que j'étais toute petite, donc je passais des journées pédagogiques dans les corridors de l'Université de Montréal. Je courais d'un bureau à l'autre. Donc, pour moi, c'était certain que c'était l'Université de Montréal. Au début, j'ai soumis une demande d'admission pour un programme dans lequel j'ai fait 1 an. J'ai changé ensuite. Mais c'était un programme spécifique qui était seulement justement offert à l'UDM. Donc, c'était comme une double motivation de soumettre ma demande ici. OK. Alors, c'est écrit dans le ciel que tu allais étudier à l'Université de Montréal. Dans le cadre de ta maîtrise en bioéthique, quel est ton sujet de recherche? Alors, je travaille au sein d'une équipe de recherche. Je travaille donc en bioéthique. On travaille en général sur les enjeux éthiques associés à la biotechnologie ou à la santé. Donc, à l'intérieur de ça, je travaille sur les enjeux éthiques de l'implantation de certains génétiques, génomiques, prénataux, avant la naissance, pour dépister certaines conditions génétiques, dont la trisomie 21.
au Québec, au Canada, ces tests-là sont surtout offerts dans les cliniques privées. On est en train de travailler sur les différents enjeux éthiques associés au fait d'offrir ces tests-là en première intention remboursés par le système de santé publique provincial. Oh, c'est super intéressant. Et comment tu as fait pour trouver ton professeur de recherche? Donc, j'ai intégré ma maîtrise, pour ma part, pour ma maîtrise, même si c'est une maîtrise de recherche, c'est un des rares cas où, contrairement à ce que disait M. Arsenault, c'était pas nécessaire d'avoir d'emblée un ou une directrice, parce que c'est un très petit milieu, donc c'est assez facile de trouver quelqu'un. À des intérêts de recherche compatibles avec les nôtres. Donc, pour ma part, moi, j'ai intégré ma maîtrise avec l'objectif un peu fou de travailler avec une chercheuse et professeure dont j'admirais beaucoup, beaucoup la carrière, qui est de renommée internationale. Puis après quelques semaines dans mon programme, c'était ma professeure dans un des cours. Puis je lui ai demandé s'il y avait de la place dans une de ses équipes pour moi. Et après quelques semaines, quelques entretiens téléphoniques, juste pour s'assurer qu'on s'en allait dans la même direction, ça a fonctionné. Donc, j'ai eu la chance de rejoindre officiellement son équipe, sa principale équipe de recherche, en fait. Et puis, j'ai repris moi-même les travaux d'une étudiante qui avait quitté pour aller vers le doctorat. Oh, c'est super, ça. OK. Puis, avant de commencer ta maîtrise, à quoi ressemblait ton parcours au premier cycle? Alors, mon parcours au premier cycle, comme j'ai dit, j'ai fait un changement de programme. Donc, je suis entrée à l'Université de Montréal. J'étais très partagée entre les sciences humaines et les sciences de la santé pendant mon parcours au cégep. Donc, je suis entrée dans le programme de neurosciences cognitives qui s'appelait avant psychologie et linguistique, je crois. Quelque chose comme ça, qui a été refondu pour s'adapter à des réalités plus contemporaines, je dirais. Donc, je suis entrée dans ce programme-là. J'ai fait 1 an. C'était pas nécessairement axé sur le phénomène, moi, mais c'est malgré que j'ai adoré mon passage dans ce programme-là. Donc, j'ai changé, j'avais besoin de faire un focus, je dirais, plus général et moins au niveau individuel, comme on fait souvent en psychologie. Donc, je suis allée vers l'anthropologie. Et donc, je suis passée des sciences, je dirais, de la santé vers les sciences sociales. J'ai adoré mon parcours en anthropologie. Il m'a permis de faire un échange étudiant pendant 1 an à l'étranger. Malgré que j'ai gradué en ligne avec mon ordinateur, ça a été un très beau parcours jusque-là. Et puis, pendant mon parcours premier, ça a été vraiment l'occasion pour moi de m'impliquer énormément dans les différentes activités de campagne de bénévolat, toutes les activités comme extracurriculaires qu'on a encore le temps d'accomplir quand on est au premier cycle. OK. Je vais poser une première question à Kevin, entre autres parce qu'on a des petits problèmes de connexion, malheureusement, avec Mathilde. Alors, Kevin, dis-moi, où en es-tu dans ton parcours aux études supérieures? Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai complété ma maîtrise en relations industrielles en septembre 2022. Donc, je viens tout juste de compléter ma maîtrise. Oh, félicitations! Merci Et beaucoup. quel était ton sujet de recherche? Donc, moi, je devais faire une analyse des facteurs d'attraction de la main-d'œuvre dans les communautés nordiques. Donc, ma recherche avait pour but d'identifier les facteurs d'attraction et de rétention nécessaires pour attirer du personnel de la santé et de l'éducation dans les communautés autochtones dans le nord du Québec. Puis, comme on le sait tous les enjeux liés à la réalité autochtone, c'est vraiment une question d'actualité. Donc, mon sujet de recherche est vraiment tombé à point dans ce sens-là. Oui, c'est vraiment un beau sujet. Et dans ton cas, comment tu as trouvé ton professeur de recherche? Donc, moi, c'était aussi un cas particulier comme Mathilde, dans le sens que il y a eu en fait, c'est la professeure qui a amené le projet à l'université. Donc, elle était déjà responsable du projet. Donc, vu qu'elle était responsable, il y a eu un affichage du projet. Donc, moi, j'ai soumis ma candidature, puis j'ai été approuvé pour être dans le projet avec la professeure. OK, génial. Puis, est-ce que tu as eu l'occasion pendant ton parcours d'effectuer des stages? Et si oui, peux-tu nous en parler davantage? Oui, donc moi, en maîtrise, je n'ai pas fait de mémoire, donc j'ai pris l'option avec stage. Donc, c'était un stage que je devais faire à la fin, suivi d'un rapport de stage. Donc, moi, j'ai effectué un stage de 4 mois avec une entreprise autochtone qui, justement, a été fondée par un membre de la communauté CRI du Québec. Donc, c'est lui qui est rentré en contact avec la professeure pour pouvoir présenter le projet à l'université. Donc, mon stage est principalement effectué en télétravail, mais j'ai eu la chance de visiter quelques réserves autochtones en Abitibi-Témiscamingue au mois de mars de cette année. Donc, mon séjour m'a permis de faire de la collecte de données, mais aussi d'apprendre davantage sur la vie des communautés autochtones, parce que c'était nécessaire pour comprendre au-delà du cas théorique.
Donc, on sait tous que ce n'est pas la même chose, ce qu'on voit dans la théorie, puis se rendre sur le terrain. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des entrevues à la fois avec des personnes autochtones, mais aussi avec des personnes allochtones. OK, merci. Et Mathilde, je veux revenir avec toi parce que tu nous as expliqué que ton parcours au premier cycle, il a changé et tout. Puis parfois, les gens hésitent à changer de domaine d'études. Quels sont tes conseils pour ceux et celles qui ont envie d'expérimenter un nouveau domaine, mais ne sont pas certains? Je dirais premièrement que je suis extrêmement bien placée pour comprendre. Je me pose encore des questions, même si j'ai changé plusieurs fois. Je me pose encore des questions. Je pense que c'est normal et c'est sain de s'en poser, même si ça peut prendre énormément de place dans notre tête et dans notre temps. Donc, je dirais que quand on a envie d'essayer quelque chose, il faut l'essayer parce que sinon, si on ne l'essaye pas, on ne saura jamais. Donc, c'est ça. Par exemple, si on a envie on est engagé dans un domaine ou dans une voie, puis on a envie de suivre des cours ou de se familiariser avec autre chose, il ne faut pas hésiter à suivre des cours, à aller se former à l'aide de notre parcours académique. Il y a des structures aussi qui sont facilitantes pour aider ce genre de dérogation, je dirais, de raccourci. Ça peut être par exemple le suivre un cours hors programme qui est à l'extérieur de sa structure de programme et qui est donné dans une autre faculté pour aller se familiariser avec d'autres enjeux. On est dans une ici où l'interdisciplinarité est vraiment au cœur des débats, des approches qu'on utilise. Donc, c'est vraiment utile de se servir de ça pour explorer, pour vraiment découvrir. Ça permet d'approfondir d'autres intérêts. C'est toujours une plus-value, que ce soit dans le parcours académique, dans la stimulation intellectuelle que ça nous apporte, ou même éventuellement sur le marché de l'emploi, de s'être formé puis d'avoir pris l'initiative pour sortir un peu des sentiers battus. OK, oui, génial. Et une autre question que je pourrais ne pas te poser parce que tu as travaillé avec nous. Quel genre d'expérience as-tu acquis à travers ton poste d'ambassadrice au service de l'admission et du recrutement? Je pourrais en parler très longtemps. Il faut savoir que j'ai commencé mon parcours au service de l'admission et du recrutement par le volet recrutement international. Donc, pendant que j'étais en échange étudiant en Espagne, pendant mon baccalauréat, j'ai travaillé comme ambassadrice internationale, donc pour faire du recrutement pour attirer les étudiants de l'international vers l'UDEM. Donc, j'avais un contrat ensuite pour faire le pont vers les activités, mais la pandémie est arrivée, donc finalement, j'ai fait le pont vers le service de l'admission qui est devenu en ligne. Et puis, je suis demeurée ambassadrice de l'admission pendant 2 ans. Et grâce à mon expérience terrain en recrutement, j'avais déjà une bonne connaissance, je dirais, des besoins, des attentes des candidats, des candidates et surtout des programmes d'études, parce que c'était ça l'expertise qu'on attendait de nous. Donc, en connaissant bien les programmes, ça m'a permis de naviguer à travers ces 2 années-là de pandémie et d'admission. La portion que j'ai préférée, c'est vraiment c'est presque de la relation d'aide, je dirais, le conseil qu'on développe, les connaissances qu'on a des programmes d'études, puis qu'on essaie de transmettre ou d'adapter à la personne qui est en face de nous, puis qui se pose des questions sur son parcours. Donc, en tant qu'ambassadrice, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Oui, c'est très gratifiant de pouvoir contribuer au parcours académique, au choix de parcours académique des étudiants, ça c'est vrai. OK, je vais aller avec une autre question pour Kevin. De ton expérience, quelles sont les opportunités d'emploi et de financement au cycle supérieur? Donc, pour ce qui est du financement, moi, la nature de mon projet a fait en sorte que j'étais éligible pour une bourse d'un organisme qui s'appelle le MITAX. Donc, le MITAX, c'est un organisme de recherche sans but lucratif qui a des partenariats avec le secteur privé, les universités et le gouvernement fédéral. Donc, ils offrent des programmes de recherche et de formation dans plusieurs domaines qui sont liés à l'innovation, à la fois industrielle et sociale. Moi, dans mon cas, vu que c'est par rapport à la réalité autochtone, donc c'est rentré dans les critères du MITAX. Donc, après avoir effectué les démarches nécessaires avec ma professeure et avec l'entreprise où j'ai fait le stage, j'ai été en mesure d'obtenir la bourse. Donc, il s'agit de faire une demande formelle. Donc, il y avait quelques documents à remplir. Chacun avait une partie à remplir. Donc, une fois que le document est rempli, vous envoyez la demande à l'organisme. Puis, ça a pris environ, je vous dirais, 1 mois et demi pour avoir une réponse. Puis sinon, pour ce qui est des opportunités d'emploi, je vous dirais, c'est vraiment c'est du cas par cas.
ça dépend vraiment du parcours académique et des expériences professionnelles de chaque individu. Il y a certains employeurs qui vont miser davantage sur l'expérience professionnelle, alors que d'autres vont mettre plus l'emphase sur leur parcours académique. Donc, ça va vraiment être du cas par cas, puis ça va dépendre de ce que les entreprises recherchent. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de méthode uniforme. Par contre, maintenant, en tant que professionnel en ressources humaines, je vous dirais que les diplômes de cycle supérieur, c'est vraiment en train de devenir un atout. Donc, c'est vraiment un plus pour les candidats, puis ça les aide vraiment à se démarquer au sein des autres candidats qui appliquent pour des postes en question. Merci. Mathilde, aurais-tu des choses à ajouter à partir de ton expérience? Je trouve ça intéressant que Kevin ait un parcours plus axé sur la pratique puis un domaine professionnalisant, tandis que moi, j'évolue plus dans les sphères de la recherche. Je trouve ça intéressant, je trouve que ça se complète bien. Donc, les opportunités d'emploi, du moins dans le cadre de la recherche, sont extrêmement variées. Ça peut aller d'auxiliaire de recherche à auxiliaire d'enseignement. Il y a beaucoup de personnes qui vont choisir de travailler en partiel dans le domaine pour assister des professeurs sur différentes tâches. Pour ma part, en étant au service de la mission, j'avais choisi de faire quelque chose qui stimulait d'autres aires de mon cerveau que la recherche. Donc, pour ma part, c'est ça, c'était un beau compromis entre les deux mondes. Mais j'apprécie aussi de travailler ponctuellement sur certains mandats qui vont être liés au milieu académique, par exemple en prenant un contrat comme auxiliaire en parallèle de ma rédaction de mémoire. Puis en ce qui a trait au financement, par rapport à ce que disait Patrick tout à l'heure sur les organismes subventionnaires, c'est sûr que quand on a un projet de recherche, on est presque automatiquement admissible, donc ça vaut toujours la peine de soumettre sa candidature. On ne sait jamais à qui on se mesure puis à combien de personnes on se mesure, donc ça peut souvent être une bonne surprise. Puis ça donne envie, c'est comme tu disais, Samantha, c'est gratifiant, donc ça donne envie de réessayer, de tenter sa chance pour d'autres concours de bourse. Pour ma part, j'ai appliqué récemment à différents programmes, donc j'attends des réponses. Puis j'ai soumis ma candidature pour un concours de bourse aussi à l'interne, donc qui est affilié au centre de recherche duquel le superviseur de mes fait partie. Wow. Oui, puis souvent, on est plus rigide, puis on se demande plus à nous-mêmes que les autres. Puis une fois que les gens voient notre candidature, ils disent « Oh, c'est un super bon candidat », quand nous, on a comme plein de doutes, etc. Donc, il faut tout le temps essayer. Kevin, à quoi ressemblait ton emploi du temps quand tu étais à la maîtrise? Donc, moi, quand je suis à la maîtrise, mon temps est vraiment divisé en deux, je vous dirais. Donc, la moitié du temps, c'était pour l'école, vu que j'étais étudiant en temps plein. Donc, mes cours, mes recherches, les travaux d'équipe. Sinon, l'autre moitié, c'était pour mon emploi à temps partiel. Donc, moi, je travaillais environ de 20 à 28 heures par semaine. Donc, le temps libre que j'avais après le côté académique, c'était vraiment pour le travail. Donc, c'était vraiment 50-50. Mais là, je vous dirais maintenant, vu que je travaille à temps plein depuis le mois de juin, là, j'ai passé mon été à faire ma rédaction. Hein, puis, je vous dirais que une fois que je serai un peu plus établi, j'aimerais définitivement m'impliquer plus dans des initiatives, dans des projets comme celui-ci avec l'université. OK. Bien, je vois que tu as beaucoup d'énergie parce que étudier puis travailler 28 heures par semaine, c'est un grand défi. Félicitations. Merci. Et toi, Mathilde, ton emploi de temps ressemble à quoi? Donc, je termine ma scolarité de maîtrise. Donc, en général, dans les maîtrises en recherche, la première année, on se dédie à des cours associés à la maîtrise. Puis la deuxième année, c'est surtout la rédaction. Donc, moi, je termine ma scolarité, puis j'ai commencé la rédaction en parallèle. J'ai commencé ma revue de littérature cet été. J'ai commencé les entrevues bientôt. Donc, ça, c'est vraiment ce qui occupe le plus gros de mon temps. Évidemment, c'est ma maîtrise. Puis, en parallèle, j'ai un contrat comme professionnelle de recherche, même si je ne suis pas professionnelle en étant candidate à la maîtrise. Là. J'ai un contrat comme professionnelle de recherche pour un professeur avec qui j'avais déjà travaillé, puis on avait des belles affinités, donc il m'a proposé ce contrat-là. C'est à raison de quelques heures par semaine, puis ça me permet d'avoir un horaire, en fait, ça me permet d'avoir une flexibilité. Je peux ajuster les heures que je dédie à ce projet-là, aussi en fonction de où je me trouve géographiquement. Je n'ai pas besoin de me présenter dans un emploi qui serait plus carré. Donc, c'est moi qui décide quand je travaille et où. Ça tombe vraiment à pic avec les impératifs de ma maîtrise.
Oui, parce que dans le parcours, surtout dans les parcours de recherche, il y a beaucoup d'autonomie de la part de l'étudiant, donc on doit apprendre à gérer notre horaire, mais il y a aussi cette partie de liberté de pouvoir organiser notre horaire comme on préfère. J'ai deux dernières questions que je vais poser à vous deux. La première, c'est Mathilde, quel est ton coup de cœur par rapport au cycle supérieur? Je pense que je l'ai mentionné un peu à travers les choses que j'ai données, mais c'est beaucoup la flexibilité que j'ai été à travers l'horaire, que la structure, le cheminement. Oui, il y a des cours qu'on est obligé de suivre. Il y a énormément de latitude qui est donnée dans les cours qu'on suit. Donc, par exemple, j'ai pu remplacer un cours qui était à l'intérieur de ma structure à l'Université de Montréal. Je l'ai suivi ailleurs grâce à des ententes inter-établissements. C'est vrai aussi avec des formations que j'ai suivies à l'international puis que j'ai fait renaître à l'intérieur de mon parcours ici. Donc, c'est vraiment cette flexibilité qui nous permet de personnaliser beaucoup notre parcours puis d'augmenter l'intérêt qu'on lui porte. Donc, c'est vraiment un rapport, je dirais, plus j'entretiens, je stimule ces intérêts-là, plus j'en retire les bénéfices. Donc, c'est ça. Je suis amenée à soumettre des résumés pour des congrès, à essayer des opportunités de rayonnement des connaissances de mon équipe de recherche, de partage de connaissances, tout ça. C'est pas des choses qui sont écrites sur papier ou qu'on me dit que ce sont des tâches à remplir, mais c'est vraiment en allant à la rencontre de ces opportunités-là que ça enrichit beaucoup, beaucoup mon parcours, puis j'apprends à travers tout ça. Excellent. Et toi, Kevin, quel est ton coup de cœur par rapport au cycle supérieur? Je dirais qu'avec les lectures qu'on avait à faire, puis les échanges en classe, moi j'ai vraiment aimé que les cours au cycle supérieur, ça permet aux étudiants d'élaborer davantage leur esprit critique. Les professeurs encouragent beaucoup les étudiants à utiliser leur bagage professionnel et académique pour faire des liens entre ce qu'on voit dans les écrits, dans la théorie, et la réalité qu'on vit aujourd'hui. Donc, contrairement au cours du bac, je vous dirais que dans les cours de maîtrise, on met beaucoup plus d'emphase sur les échanges entre camarades de classe. Moi, dans mon cas, dans mes cours, on a souvent eu des discussions très enrichissantes, donc je vous dirais c'est principalement ça mon coup de cœur dans le cycle supérieur. Wow. Puis, tu nous as déjà parlé en ce moment, tu travailles déjà à temps plein, mais quelles sont les prochaines étapes pour toi? Comment tu vois les prochaines années? Donc moi, étant donné que j'ai complété mes études tout récemment, donc c'est sûr que j'aimerais gagner une expérience dans le marché du travail et pouvoir mettre en application tous mes acquis. Mais sinon, je sais qu'éventuellement, j'aimerais ça revenir aux études pour pouvoir me former davantage. Puis je vous dirais un peu plus à long terme, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, c'est quelque chose que je vise un peu plus à long terme, l'enseignement. OK, excellent. Alors, on va probablement te revoir dans notre campus à un moment donné. Et pour toi, Mathilde? Pour faire écho à ce que Kevin disait, moi non plus, je n'ai pas terminé d'étudier. Je ne suis pas prête tout de suite pour une vie d'adulte, en guillemets. Donc, j'aimerais ça poursuivre une deuxième maîtrise dans un domaine qui est complémentaire à la bioéthique, probablement en droit pour aller chercher des assises juridiques puis développer mon expertise un peu plus. Je n'exclus pas non plus le doctorat. C'est sûr qu'en ce moment, je suis dans la période d'application pour la majorité des universités à l'international pour l'année prochaine. J'envisage aussi une co-tutelle. L'Université de Montréal encourage une co-tutelle. Il y a une réputation qui lui sert beaucoup à de trouver d'autres chercheurs à l'international qui ont envie de travailler avec nous. Donc, c'est assez prenant, je dirais. C'est comme un autre emploi à temps partiel, toutes ces applications, toutes ces lectures, tous ces choix de programmes. Mais c'est vraiment comme un investissement dans mon année 2023, 2024 et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ça. Si je peux terminer là-dessus, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment d'essayer puis d'oser, de ne pas avoir peur de se lancer. C'est un conseil qu'on donne souvent à la fin du webinaire, parce que c'est un peu comme philosophique, mais en tant que personne qui a eu beaucoup de doutes à travers son parcours, c'est vraiment le conseil que j'aimerais que vous reteniez. Merci. Merci Mathilde. C'est un très bon conseil. Et vous avez tous les deux des très beaux parcours, super inspirants. Vous avez partagé plein d'informations. Merci de votre générosité. Maintenant, on va passer à la période des questions et réponses. Donc, je vois dans les questions, nous avons quelques questions encore pour... oui, pour Patrick. Où on trouve l'information sur les bourses dans votre site web?
Donc, si on va sur le site web des ESP, en fait, je crois qu'on a déjà partagé le lien dans la discussion, mais il y a une section qui s'appelle le répertoire des bourses. Puis c'est comme un engin de recherche là, où on peut venir mettre certains critères de recherche et puis trouver des bourses qui sont vraiment adaptées à nos besoins, notre réalité. Donc, ça, c'est un super bel outil. On a aussi, ben ça c'est plus comme un calendrier, là, mais comme on a cet outil-là sur notre site web aussi, donc c'est comme un document PDF qui peut vraiment vous donner un aperçu au courant de toute l'année, c'est quoi les bourses, c'est quoi les différentes dates, puis comment postuler. Donc ça, c'est super pertinent aussi. OK. Et je vois ici une autre question pour toi. Je vais en profiter. Est-ce que je peux combiner vos bourses avec les bourses obtenues dans mon pays d'origine? C'est une bonne question. Je pense que oui. En fait, peut-être que cette personne-là peut m'écrire directement pour qu'on vérifie. Mais en tout cas, j'ai le goût de dire oui, mais de nous écrire quand même pour être 100% sûr. On peut partager aussi, là, je pourrais l'écrire dans la discussion, mais on a une adresse courriel pour les bourses, donc c'est une adresse générique qui, dans le fond, quand on écrit un courriel, ça s'adresse à toute notre équipe, puis selon les différentes expertises dans notre équipe, quelqu'un va vous répondre avec la réponse précise. Donc, je vais l'écrire dans le chat pour le partager à tout le monde. Merci. Et cette question pourrait peut-être aller à Clément. Que doit contenir une lettre de recommandation? Parce qu'on sait que dans la liste dans la demande d'admission, que des fois, c'est un requis d'avoir des lettres de recommandation. Comment on les prépare? Oui, très bonne question. Effectivement, il faut, comme tu le mentionnais, regarder si effectivement c'est une pièce qui est requise pour l'admission. Quelquefois, on demande une lettre, même peut-être deux. Et puis, très rarement, ça peut aller même jusqu'à 3 lettres de recommandation. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de ne pas avoir une lettre générique qui finalement apporte rien à l'analyse du dossier. Donc, essayez d'aller choisir des répondants qui vous connaissent. Ça peut être d'anciens professeurs ou même des fois des employeurs aussi, ou des gens, si vous avez fait du bénévolat par exemple, qui sont aptes à témoigner de vos qualités et d'évaluer si, selon eux, vous feriez un bon candidat pour être admis dans ce programme-là. Et puis le conseil le meilleur conseil que je vous à donner dans ce cas-là, c'est de vraiment ne pas vous y prendre à la dernière minute. Donc, c'est pour ça que je disais d'aller analyser les fiches programmes à l'avance pour savoir quels sont les documents requis, puis s'il y a une lettre ou deux lettres de recommandation à fournir, ben, allez tout de suite essayer de chercher qui accepterait là, de vous écrire une lettre. Et donc, c'est vraiment d'obtenir leur accord à l'avance. Puis, au moment de soumettre votre demande d'admission, vous pourrez entrer leur nom comme référence, puis ils recevront une demande pour aller téléverser une lettre dans votre dossier. Donc, voilà mes conseils. Merci beaucoup. Une autre question qui est un petit peu large, là, mais Kevin, Mathilde, on nous demande quels sont les moments les plus stressants de la maîtrise et quels sont les moments les plus gratifiants. Qui veut se lancer avec une réponse? Je peux y aller. Moi, je dirais les moments les plus stressants. Je dirais un peu comme au baccalauréat, il y a toujours la mi-session, la fin de session. On a souvent des gros travaux à remettre, donc soit des examens, des travaux. Donc, je vous dirais, ça, c'est des grosses périodes cruciales où souvent les choses vont s'accumuler, ça va venir en même temps. Donc, il faut évidemment savoir gérer son temps. Mais sinon, au niveau des moments gratifiants, je vous dirais, maintenant que j'ai complété ma maîtrise, puis j'en parle, les gens me demandent des questions par rapport à ce que j'ai fait. Puis là, j'explique mon projet, puis je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt. Puis on me demande toujours plus d'informations. Donc là, moi, j'ai la chance de partager mes connaissances et mon savoir. Donc, c'est quand même assez gratifiant de savoir que ce que j'ai fait, maintenant, les gens s'intéressent, puis je peux partager mes expériences avec eux. OK. Merci. Pour toi, Mathilde?
Moi aussi, certainement, je dirais que ce qui est le plus gratifiant, c'est dans l'échange qu'on a avec les autres. C'est même avec les personnes qui ne sont pas du tout dans notre domaine ou qui ne savent pas du tout ce qu'on fait. C'est encore plus intéressant de voir comment on est capable de les rejoindre et puis de bénéficier de leur perspective sur nos sujets. C'est ça, quand on évolue souvent dans des milieux multidisciplinaires où on côtoie des gens qui ont des réalités complètement différentes, je trouve ça vraiment intéressant de voir. Puis c'est ça, c'est gratifiant de voir l'intérêt que les gens prennent. Il y en a beaucoup qui vont dire, je ne savais même pas qu'il y avait de la recherche là-dessus, ou je ne savais même pas que ça existait, pouvoir travailler là-dedans, des choses comme ça. Donc, je trouve que ça augmente beaucoup la visibilité de notre projet et du domaine ou de la recherche. Puis pour ce qui est le plus stressant, je dirais que c'est vraiment la multiplication des responsabilités parce qu'au premier cycle, ben, c'est très, très encadré le parcours. Moi, à l'inverse, j'ai pas eu de mi-session ou fin de session dans mes études, dans mes cours de maîtrise. C'était beaucoup des projets, des gros projets de rédaction à faire avec une date butoir, mais jamais dans le cadre d'un trimestre de septembre à décembre. Donc, j'ai un parcours, une structure de programme un peu plus fluide, je dirais. Donc, c'est vraiment la multiplication des responsabilités, les tâches qu'on a à faire, puisque tout ça est mené de façon autonome. Donc, en ce moment, les demandes d'admission, la période d'application pour l'année prochaine, ça prend du temps. Quand on travaille en recherche, ben, c'est toujours à nous-mêmes de gérer notre temps, nos échéanciers, nos responsabilités. Donc, c'est vraiment d'être capable de nourrir tous ces engagements-là, mais qui se multiplient. C'est ce qui est le plus stressant, mais en même temps, quand on passe à travers, le plus gratifiant aussi. À vous entendre parler, je me dis que c'est une belle aventure. J'ai une question que je poserai à Clément. J'aimerais savoir la différence entre la maîtrise professionnelle et de recherche et la différence des deux diplômes à la fin de ces programmes. Alors, oui, il y a deux grandes catégories de maîtrise, effectivement, la maîtrise recherche et la maîtrise professionnelle. Les deux mènent à un grade de deuxième cycle, donc ça donne, vous pourriez par exemple postuler dans un programme de doctorat avec l'un ou l'autre de ces diplômes. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de distinction au niveau du diplôme. C'est plus au niveau de la structure du programme. Donc, les programmes qui sont dits professionnels vont avoir une composante principalement de cours et quelquefois de stages de courte durée. Et puis, en fait, il y a pas, comme Mathilde le disait, des gros projets là qui s'étalent sur plusieurs, qui peuvent s'étaler sur 2 trimestres par exemple. Donc, ce sont des cours en général de 3 crédits. Et puis donc, c'est une structure un peu plus similaire à ce que on retrouve au baccalauréat. Les programmes recherche, eux, mènent généralement à la rédaction de mémoire de maîtrise, donc ils ont une composante recherche, quoique ce n'est pas toujours obligatoire, comme Kevin a choisi l'option stage, mais il y avait quand même, tu me corrigeras si je dis pas si je dis pas la vérité, il y avait quand même la rédaction d'un rapport de stage à la fin. Donc, il y a quand même une composante rapport plus synthèse de fin d'études qui va être un peu plus individualisée. Donc, les programmes recherche, on peut plus les personnaliser. Tandis que les programmes plus professionnels, ben souvent, comme ils sont reliés à une profession, puis il y a souvent un ordre professionnel qui exige que tel cours soit suivi par tous les étudiants, donc il y a un peu moins de flexibilité à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, comme le temps file, je vais poser la dernière question à Patrick. On nous demande si les bourses sont seulement pour les Canadiens. Non, il y a des bourses pour les étudiants internationaux aussi. Donc, encore une fois, je référais au répertoire des bourses parce que il peut avoir des cas précis. Puis, ce qui est intéressant avec le répertoire des bourses, c'est que on peut ajouter le critère étudiants internationaux. Donc, en faisant ça, on peut avoir le résultat de recherche pour toutes les bourses qui sont vraiment adaptées pour
sa situation, donc étudiant international. Fait que ça peut être super intéressant pour ça, puis super personnalisé. Merci. Alors, merci Clément, Patrick, Mathilde et Kevin pour toutes ces précieuses informations. Avant de finaliser le webinaire, je vous invite à visiter notre site admission.umontréal.ca. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, bien évidemment, sur Facebook et Instagram. Vous nous trouverez comme umontréal.futurétudiant et suivre aussi notre nouveau compte TikTok qui s'appelle Montréal officiel. Vous pouvez également revisionner une panoplie de séances de formation comme celle-ci et de webinaires dans la section vidéo sur demande de notre site web. Et les rendez-vous des futurs étudiants et étudiantes se poursuivent. Alors, je vous invite à consulter la liste des prochains événements virtuels, incluant des webinaires et des séances de questions et réponses avec les professeurs et les responsables des différents programmes. Ces séances questions-réponses visent à recréer de manière virtuelle l'expérience des kiosques des portes ouvertes et de la foire au cycle supérieur si vous n'avez pas eu l'occasion de venir nous visiter sur les campus. C'est une très belle occasion pour parler avec les personnes qui pourront vous donner de l'information plus spécifique du programme qui vous intéresse. Ce sont des séances vraiment one-on-one avec des petits groupes de personnes. Donc, c'est une belle occasion pour obtenir plus d'informations. Vous pouvez également poser vos questions de manière individuelle via les clavardages avec les ambassadeurs et ambassadrices de l'Université de Montréal. Et sachez que nous avons également un balado tour à tour dont la première saison est consacrée entièrement à la réalité des cycles supérieurs de l'Université de Montréal. C'est ce qui conclut notre webinaire consacré au cycle supérieur. Je vous remercie de votre participation. Merci également à l'équipe technique ici présent aujourd'hui, nos collègues au clavardage et à nos 4 invités, Clément, Patrick, Mathilde, Kevin, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous cet après-midi. Et bon, en espérant de vous accueillir parmi nous prochainement, je vous souhaite une excellente journée.